Alors Maréchal, pour moi, évidemment, c'est un grand violoncelliste dont mon maître Navarra m'avait parlé, disant qu'il avait une sonorité prodigieuse, très charnelle, très puissante aussi. Et après, un autre maître, Rostropovitch, m'avait dit aussi que Maréchal avait beaucoup influencé l'école russe de violoncelle, parce qu'il avait fait des tournées dans des conditions épiques, les conditions de l'époque. Hein. Il n'y avait pas encore l'aviation qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas tous ces systèmes pour aller vite, donc on attendait quelquefois 20 heures, un train qui ne partait pas, un bateau, etc. etc. Peut-être qu'on se reposait un peu plus aussi d'ailleurs. Enfin bon, Maréchal a été adoré en Russie, par exemple, donc il a vraiment laissé une trace, cette sonorité qu'ont les Russes aujourd'hui, Rostropovitch et puis tous ses élèves, Gutmann, Guéringas, etc., Tchaïkovskaya, d'après Rostropovitch, ça venait de Maréchal. Et ensuite, ce qui m'a connecté à Maurice Maréchal, c'est que j'ai passé en 72 le concours de la ville de Paris appelé Maurice Maréchal, je l'ai gagné, et moyennant quoi, on m'a offert évidemment un prix d'argent, un archer de Sartori, et puis il y avait ce prix magnifique, le violoncelle, que Maurice Maréchal avait obtenu quand il avait gagné le premier prix du Conservatoire de Paris, premier nommé. À l'époque, c'était la tradition. On offrait un violoncelle tout neuf. C'était la maison Caressa et Français qui l'avait fait. Et derrière, il y avait des lauriers d'or avec marqué décerné, premier prix pour Maurice Maréchal, c'était en 1911. Donc c'était ça qui était frappant, c'est qu'on voyait sur ce violoncelle ce magnifique ornement. Et voilà, je l'ai joué quand on m'a demandé de remplacer au pied levé Maurice Gendron en 73, le 20 mars 73, ici même à Radio France. Ça a été le début de ma carrière, donc je n'ai pas connu Maurice Maréchal vraiment face à face, mais il a été présent dans ma vie par ces événements-là. C'est-à-dire que j'ai gagné ce concours, j'ai eu son violoncelle, j'ai créé 50 ans après lui, enfin recréé plutôt l'épiphanie de Caplet, et c'est là qu'un impresario était dans la salle, il m'a demandé d'entrer dans son bureau. Et il y a eu aussi chez lui beaucoup de scrupules, de rigueur et même de mélancolie, parce que Caplet disait qu'il était mélancolique et souvent il avait des troubles. Il faut dire quand on a connu ce qu'il a connu. Arrivé en 1911 à avoir le premier prix, premier nommé du conservatoire, tout le monde dit mais quel merveilleux musicien, il est doué, il est élégant, il est formidable, il a une sonorité extraordinaire. Et puis après ça, on vous appelle pour aller à la guerre. Et encore au début de l'été, il n'y croit pas, il dit ça va être très rapide, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Puis brusquement, il est pris là-dedans, et c'est terrible ce qu'il décrit dans ses lettres, des morceaux, pardonnez-moi, mais des morceaux de corps humains qui voltigent, des odeurs de pourriture, des cadavres qui traînent par là, des chevaux éventrés, et lui avec son violoncelle qu'on lui a fabriqué sur place avec des caisses de munitions, les copains lui ont fait ce poilu, ce violoncelle incroyable, anguleux, enfin un bricolage à faire pleurer les luthiers du monde entier, mais qui sonnait quand même, et qui sonne toujours. Il est au musée d'ailleurs de la Villette, enfin au musée du Conservatoire, et de la Cité de la Musique. Et donc ce violoncelle, il lui a tenu compagnie, et ça lui a permis de jouer, puisque Lucien du Rosoir avait son violon. Le violon, c'est plus petit, on peut le transporter. Caplet jouait de l'alto, il y avait un piano de fortune, ça. Mais ce poilu, cet instrument, qu'il ne fallait pas trop forcer. Maréchal disait, faut pas trop le forcer parce qu'il casse, le son casse. Mais ça l'a accompagné, c'est incroyable cette aventure de voir Maurice Maréchal avec son casque, avec son violoncelle improbable. Et puis il raconte après ça qu'il a échappé aux obus, aux marmites, comme il disait. Il écrit à sa mère sans arrêt, voilà, mais ne pleure pas maman, sois solide, moi je vais revenir. Il y a un cas très typique, c'est Claude Debussy qui était malade à la fin de sa vie, il avait un cancer, évidemment qu'il a emporté trop jeune, et il a écrit 6 sonates pour divers instruments, signé Claude Debussy, musicien français. C'est-à-dire que c'était un acte patriotique, il voulait se placer par rapport à la guerre, au conflit qui était là. Maurice Ravel a été dans la guerre, mais bon, ces gens ont souffert et ils ont transformé leur musique. Ils n'ont pas pu avoir une vie aussi facile. Ils ont souffert énormément, donc leur musique en a été marquée. Et pour ce qui est de Claude Debussy, par exemple, c'est évident que ces 3 sonates, parce qu'il n'a pas pu continuer, il voulait faire 6 sonates, il a écrit 3 seulement, elles sont admirables. Sonate pour violoncelle, sonate pour flûte, alto et harpe, sonate pour violon. Ce sont des œuvres testamentaires, d'abord parce qu'il était en train de mourir, et deuxièmement parce qu'il voyait la France en très grande difficulté. Donc évidemment que les compositeurs ont tous été marqués par la guerre, ils ont tous été frappés, et je crois qu'on est devenu plus sombre, plus grave. Mais Schoenberg a quitté le romantisme au moment où il a écrit La Nuit transfigurée, c'est-à-dire 1899. Et il a commencé déjà, donc avant cette Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle le dodécaphonisme, à écrire la musique sérielle. Donc ça avait déjà germé à Vienne
et en Allemagne, et cette musique nous inquiétait, nous fascinait en même temps, puisque les musiciens français ont été à la fois perturbés, comme ils ont été perturbés par Wagner, parce que c'était aussi d'un peuple ennemi, mais Wagner a fasciné tout le monde. Donc cette musique moderne, à mon avis, ce cheminement avait commencé avant la guerre. Mais après la guerre, évidemment, le choc a été tellement rude que la musique est devenue elle-même souvent le miroir de la souffrance. Ce sont des œuvres qui donnent froid dans le dos un petit peu, parce que c'est la rigueur incarnée, comme si la guerre avait laissé, comme les arbres, vous savez, qui ont été malheureusement bombardés, gazés, etc. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien du tout. Puis après, la vie est revenue. Alors moi, mon travail de passeur, aujourd'hui sur France Musique, c'est de faire connaître la musique à tous ceux qui pourraient en avoir peur, à tous ceux qui ne la connaissent pas, et à tous ceux qui l'aiment aussi. Et quelquefois, on peut discuter ma façon de faire. Il paraît que ça pourrait être un tout petit peu trop facile, ma façon de m'exprimer, un peu trop... Mais ça, je pense que ce sont quelques puristes qui voudraient garder le trésor pour eux. Il y a quelques puristes qui croient connaître. D'ailleurs, je voudrais bien un jour parler plus en profondeur avec ces gens pour voir ce qu'ils connaissent vraiment. Mais ils sont fâchés parce qu'on voudrait faire connaître la musique, on veut offrir le trésor à tout le monde. Moi, je n'en ai cure. Ce qui me fait plaisir dans la vie, aujourd'hui, je suis grand-père, j'ai 63 ans, et donc mon but dans la vie, c'est justement de transmettre, à tout point de vue, à ma petite fille, voilà, à mes enfants, à ceux que je peux recevoir. Je sens quelquefois comme une sorte d'abandon de la musique qui vient d'en haut, parfois des dirigeants, des pouvoirs publics. On a l'impression que cet art est un petit peu un art d'élite, c'est un mot que j'entends beaucoup trop souvent d'ailleurs, réservé à des gens qui seraient d'une classe supérieure, enfin bon. Et je peux témoigner, moi, à travers mes émissions de radio, ça fait 23 ans que j'essaye de faire le passeur à la radio, que ça n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'on peut émouvoir toute personne sensible et un peu ouverte par la musique. Les gens ne regardent même plus devant eux dans le métro, dans la rue. Il y a cette espèce de petit objet que j'aime beaucoup aussi. Mais enfin, ça ne doit pas remplacer, évidemment, ce que les compositeurs nous ont laissé très souvent au prix de leur vie. C'est-à-dire que Schubert est mort à 31 ans parce qu'il a tout donné pour la musique. Jean-Sébastien Bach est devenu aveugle à force de copier de la musique. Il a été opéré malheureusement et ça a raté bien sûr. Et d'autres sont morts. Mozart est mort avant l'âge de 36 ans parce qu'il a tout donné. Beethoven, lui aussi, est mort bien prématurément par le surmenage, par la pauvreté. Ces gens ont tout donné et ce sont des trésors de l'humanité qu'ils nous ont laissés. C'est un musée, mais un musée sans arrêt en activité, puisqu'on peut prendre une œuvre. C'est-à-dire que quand un peintre a laissé une œuvre, on n'y touche pas, surtout pas. On peut essayer de la restaurer si elle s'abîme, etc. Mais dans la musique, c'est pas pareil, puisqu'il y a une partition. Cette partition n'est rien sans l'interprète. C'est-à-dire que chaque interprète qui arrive va reprendre cette musique et la faire vivre à sa manière. C'est ça qui est extraordinaire. Et je transmets aussi la musique, et tant que je pourrai, tant que j'en aurai la force, tant qu'on m'en laissera les moyens, je continuerai, parce que pour les quelques personnes qui trouvent que c'est un peu trop généreux de donner cette musique à tout le monde, qui voudraient bien garder tout, eh bien, contre ces quelques personnes qui grincent un peu des dents, il y en a des centaines de milliers qui me remercient tous les jours dans la rue et que je vois dans les couloirs, et dans le bus, et dans le métro, et dans les concerts, et qui viennent me voir au studio ici, qui me disent « Merci de nous avoir ouvert la porte de la musique ». Moi, c'est ça mon seul plaisir. Et ben, je continuerai tant que je pourrai. Et ben ouais, ça va encore, vous voyez.